Bonjour à tous, ou devrais-je dire konnichiwa, parce qu'aujourd'hui on repart en Asie à la découverte d'un monstre et cette fois-ci on va dans un pays qui est tout simplement incontournable pour le continent asiatique. Un pays qui est d'abord un archipel composé de plusieurs volcans dont le mont Fuji. Un pays également qui accueille la plus grande agglomération au monde, 40 millions d'habitants si vous voulez, c'est la population de la Pologne sur un territoire équivalent à celui de l'Île-de-France. Un pays qui historiquement a malheureusement connu les deux seuls bombardements nucléaires, mais aussi un pays qui est encore dirigé par un empereur aujourd'hui. Un pays aussi qui est une puissance économique parce que vous connaissez tous ces entreprises Honda, Toyota, Sony. Un pays qui était un pionnier de la miniaturisation ou tout simplement du train à grande vitesse comme le Shinkansen. Et enfin, un pays dont vous connaissez tous la culture, ses traditions uniques telles que les onsen, les samouraïs, les geishas, les jardins zen ou encore aujourd'hui avec les mangas, les animations, les jeux vidéo ou le cinéma ou encore même la gastronomie. Eh bien ce pays, c'est le Japon. Et si cela vous intéresse, je vous invite fortement à regarder ce qui suit. Le Japon est un pays asiatique de 377 000 km² soit la taille de l'Allemagne ou de la Norvège. Archipel, comme je le disais, situé dans l'océan Pacifique, il possède donc des frontières maritimes avec la Russie au nord, la Corée du Nord et la Corée du Sud à l'ouest, ainsi qu'avec la Chine et Taïwan au sud-ouest. Le nom du pays est Nihon, en Nippon, Ni signifiant soleil et Hon signifiant origine. En fait, littéralement, cela signifie là où naît le soleil ou là où le soleil se lève. En fait, historiquement, ça vient de la Chine puisque le Japon étant situé à l'est de la Chine, elle se situait là où le soleil se levait et par conséquent a donné son surnom, le pays du soleil levant. Regardons plus en détail le relief du Japon. On constate que l'altitude moyenne du pays est de 438 mètres parce qu'en fait, c'est un archipel montagneux. Composé de plus de 6008 îles, elle est entourée par plusieurs mers, dont la mer d'Okhotsk au nord, la mer du Japon à l'ouest, l'océan Pacifique à l'est et la mer de Chine orientale au sud. Mais l'essentiel du territoire et de la population japonaise est concentré sur 4 îles, Honshu, Hokkaido, Shikoku et Kyushu. Alors je vous propose d'abord de commencer par Honshu. Il s'agit de l'île principale avec les Alpes japonaises, une chaîne montagneuse qui traverse l'île de la mer du Japon à l'océan Pacifique. C'est là qu'on retrouve le fameux mont Fuji à 3776 mètres d'altitude. On peut également citer le mont Tateyama à 3015 mètres. Et puis au nord de Honshu, il faut également mentionner le mont Iwate, un volcan qui atteint 2038 mètres. Entre les Alpes japonaises et le nord de l'île, on retrouve aussi plusieurs chaînes secondaires comme les monts Echigo sur la côte ouest et les monts Abukuma sur la côte est. Au sud-ouest de Honshu, il faut aussi indiquer les monts Shukogu qui structurent la partie occidentale de l'île. Et puis au nord, vous avez l'île d'Hokkaido, dominée par plusieurs chaînes montagneuses comme les monts Hidaka, les monts Ishikari et les monts Kitami. L'île est située à proximité des îles Kuril que nous avons déjà mentionnées dans la vidéo sur la Sibérie. Et puis enfin, il faut citer l'île de Shikoku, dominée par les monts Shikoku, avec comme point dominant le mont Ishizushi qui atteint 1982 mètres. Et puis la dernière grande île est l'île Kyushu au sud, qui est marquée par une forte activité volcanique avec plusieurs massifs comme le mont Aso, l'un des plus grands volcans actifs du monde, mais aussi le mont Kuju et le massif volcanique de Kirishima. Au large de Kyushu se trouvent plusieurs archipels comme les îles Amakusa et les îles Koshikijima. Et plus au sud encore, vous avez l'archipel des Ryukyu qui comprend notamment l'île d'Okinawa qui se prolonge jusqu'à Taïwan. Toutes ces montagnes donnent naissance à un certain nombre de fleuves, mais qui en raison du relief sont à la fois courts et rapides. À commencer par le Shinano et le Tone sur Honshu, l'Ishikari sur Hokkaido, le Yoshino et le Shimanto sur Shikoku et le Shikubu sur l'île de Kyushu. À noter que le climat est de manière générale continental, mais subtropical dans l'île de Kyushu et l'archipel de Ryukyu. Alors regardons plus en détail la géographie humaine du Japon. La population du Japon est d'à peu près de 123 millions d'habitants. Elle était de 125 en 2000. Autrement dit, la population du Japon a extrêmement peu, même voire baissé en 25 ans. Mais en 2050, on estime que la population du Japon sera de 103 millions d'habitants. Ce qui veut dire que le Japon de 2050 aura une population équivalente au Japon de 1950. Un siècle plus tôt, mais avec beaucoup plus de vieux et beaucoup moins de jeunes.
Il faut savoir que 93% des Japonais vivent dans les villes, ce qui explique aussi pourquoi il y a beaucoup de villages abandonnés. Mais il existe un certain nombre de villes et d'agglomérations en l'occurrence, à commencer par Tokyo-Yokohama, qui, avec près de 37 millions d'habitants, comme je l'indiquais en introduction, constitue la plus grande aire urbaine du monde. Elle regroupe Tokyo, la capitale politique, économique et financière du Japon. Anciennement appelée Edo, Tokyo devient le siège du shogunat du Tokugawa en 1603, que nous verrons plus en détail dans la partie historique, avant d'être rebaptisée Tokyo et de devenir la capitale du pays en seulement 1868. Aujourd'hui, la région représente 20% du PIB et elle accueille la bourse de Tokyo, l'une des plus importantes au monde, ainsi que les sièges de nombreuses grandes entreprises japonaises que nous citerons dans la partie économique. Elle constitue également le principal centre de recherche et d'innovation du pays, mais aussi Yokohama, deuxième ville du pays avec près de 4 millions d'habitants et qui est le principal port du Japon et la principale ouverture maritime de Tokyo. Et puis la deuxième agglomération du pays est formée par Osaka, Kobe, Kyoto, que nous appelons également sous le nom de Keihanshin. Avec près de 19 millions d'habitants, elle représente près de 15% de la population japonaise. Son économie génère un PIB comparable à celui de grandes métropoles mondiales comme Paris ou Londres. Osaka est traditionnellement considérée comme la capitale commerciale du Japon depuis l'époque Edo et elle accueille notamment la bourse d'Osaka. Kobe possède lui l'un des plus grands ports japonais et fut l'une des premières villes ouverte au commerce avec l'Occident. Et puis Kyoto fut la capitale impériale du Japon pendant plus de 1000 ans et demeure aujourd'hui le principal centre culturel et historique du pays grâce à ses nombreux temples, ses sanctuaires et ses monuments classés. Et puis nous devons citer l'agglomération de Nagoya, avec 9 millions d'habitants, qui constitue le troisième grand pôle du Japon. Située entre Tokyo et Osaka, elle s'est imposée comme l'un des principaux centres industriels du pays grâce à l'automobile, à l'aéronautique et à l'industrie manufacturière. La région est notamment associée à Toyota, premier constructeur automobile japonais, dont le siège se trouve à proximité. Et enfin, il faut citer l'agglomération de Fukuoka. Située sur l'île de Kyushu, l'aire urbaine de Fukuoka rassemble à elle seule 5 millions d'habitants. Grâce à sa proximité avec la Corée et la Chine, elle constitue depuis longtemps une importante porte d'entrée du Japon vers le continent asiatique. Déjà prospère durant les périodes anciennes grâce au commerce maritime, elle est aujourd'hui l'un des principaux centres économiques de l'ouest du pays et l'une des métropoles japonaises connaissant la plus forte croissance démographique. Regardons maintenant plus en détail le découpage administratif du Japon. Alors on constate que le Japon est en fait divisé en 47 préfectures que l'on peut rassembler en 8 grands ensembles. Alors commençons d'abord par Hokkaido, qui constitue la grande région septentrionale du Japon. Vaste, mais faiblement peuplée, elle se distingue par ses grands espaces, son climat plus froid et son économie tournée vers l'agriculture, l'élevage, l'agroalimentaire ainsi que le tourisme hivernal. Historiquement, il s'agissait du dernier grand espace intégré à l'État japonais. Et aujourd'hui, Sapporo est la principale ville de la région. Elle accueille notamment le célèbre festival de neige. Puis nous trouvons le Tohoku, qui correspond au nord de l'île principale. Il s'agit de l'une des régions les plus rurales du Japon, marquée par le vieillissement démographique et le départ de sa population vers les grands centres urbains. Son économie repose donc principalement sur l'agriculture, l'industrie et la production d'énergie. Sendai, qui est la principale ville de la région, s'impose comme le principal centre universitaire et économique du nord-est. Et puis à l'est, nous avons le Kanto, cœur économique, politique et démographique du Japon. Organisée autour de la capitale, cette région concentre les fonctions financières, administratives et technologiques du pays. Au-delà de l'agglomération de Tokyo-Yokohama que nous avons citée, le Kanto comprend également de vastes espaces industriels et agricoles, ainsi que différents centres urbains secondaires qui participent à son dynamisme. Des villes comme Mito, Utsunomiya ou Maebashi jouent aussi un rôle dans l'organisation de l'arrière-pays régional. Au centre du pays se situe le Chubu, une région de contraste entre façade pacifique fortement industrialisée et intérieur montagneux dominé par les Alpes japonaises. Son économie combine industrie, exportation, agriculture et tourisme. C'est là que l'on retrouve Nagoya, qui domine cet espace grâce à son industrie de pointe et à son rôle majeur dans l'économie japonaise. Plus au sud-ouest, nous retrouvons le Kansai, qui est considéré comme le cœur historique et culturel du Japon. Pendant des siècles, cette région fut le principal centre
centre politique du pays avant l'essor de Tokyo. Aujourd'hui encore, elle demeure l'un des espaces les plus dynamiques grâce à son industrie, ses services et son patrimoine exceptionnel. Nara conserve une place particulière dans l'histoire japonaise, tandis que de nombreuses fonctions économiques demeurent concentrées dans la région. Et puis à l'ouest se trouve la région du Chugoku, qui, ouverte sur la mer intérieure du Japon, dispose d'une économie reposant sur les activités portuaires, l'industrie et la construction navale. Historiquement, cette région a largement constitué un espace d'échange avec le continent asiatique. Hiroshima est le principal pôle urbain et reste aujourd'hui associé à la mémoire de 1945, comme je le mentionnais en introduction. Et puis plus au sud du Chugoku se trouve le Shikoku, la plus petite des 4 grandes îles du Japon. Plus montagneuse et moins urbanisée, elle reste marquée par l'agriculture, la pêche et un important patrimoine religieux. Matsuyama concentre une grande partie des activités, tandis que l'île demeure célèbre pour son pèlerinage des 88 temples. Enfin, nous avons à la fois Kyushu et Okinawa, qui forment le sud du Japon. Historiquement tourné vers l'Asie centrale, cet espace a souvent constitué l'une des principales portes d'entrée des influences étrangères dans l'archipel. Et son économie repose aujourd'hui sur l'industrie, les nouvelles technologies, l'agriculture subtropicale et le tourisme. Concernant le tourisme, nous devons d'abord mentionner Tokyo, cette mégalopole électrisante avec ses quartiers animés comme le Shinjuku, qui est connu pour ses gratte-ciel et sa vie nocturne, mais aussi Shibuya, ce célèbre carrefour avec sa statue d'Ashiko, sans oublier Asakusa et le temple Sensoji, le plus ancien de Tokyo. Et puis il faut également indiquer Akihabara, le paradis des amateurs de manga, d'anime et de jeux vidéo, et Harajuku, un des grands centres de la mode alternative, pas très loin du sanctuaire du Meijin-jigu. Et puis si vous voulez aller un peu plus loin, il faut également mentionner la Tokyo Sky Tree et la Tokyo Tower pour ses panoramas vertigineux. Mais qui dit Japon dit aussi avant tout Kyoto, c'est son âme traditionnelle avec le Fushi Inari Taisha, ce sentier magnifique aux milliers de torii rouges, le Kinkaku-ji, ce pavillon d'or brillant sur son étang, le Arashiyama, cette forêt de bambous féeriques, Gion, le quartier historique des geishas, et le Kiyomizu-dera, ce temple avec une vue spectaculaire sur la ville. Il faut également ajouter Osaka, qu'on pourrait dire l'épicurienne, avec son château, symbole historique entouré de cerisiers, Dontonbori, le quartier de divertissement connu pour ses néons et sa gastronomie, et Universal Studios, ce parc d'attractions notamment pour les amateurs de Super Nintendo World. Ensuite, nous devons citer le mont Fuji et la région des 5 lacs. C'est bien sûr le symbole du Japon, avec une ascension possible en été. Et le lac de Kawaguchi, avec sa superbe vue sur le mont Fuji, notamment au lever de soleil. Et Hakone, qui sont ses onsen, ses sources d'eau chaude, avec la possibilité de faire une croisière sur le lac Ashi. Himeji, le plus beau château du Japon, surnommé le Héron Blanc, classé au patrimoine de l'UNESCO. Et puis, le Japon, c'est aussi Hiroshima et Miyajima. Hiroshima avec le mémorial de la paix et le fameux dôme de la bombe A, ainsi que le parc de la paix, et Miyajima avec son sanctuaire de Ditsukushima, ce célèbre torii flottant dans la mer. Il y a aussi Nara, la première capitale impériale, avec ce grand Bouddha du Todaiji, une statue monumentale dans un temple en bois gigantesque, et le parc de Nara, célèbre pour ses daims sacrés. Okinawa avec le paradis tropical japonais, avec ses îles, ses plages, sa plongée sous-marine, sa culture unique. Et enfin, le Kanazawa et la région de Horiku Kenroku-en, l'un des plus beaux jardins du Japon, avec le fameux château de Kanazawa et le quartier des samouraïs. La langue officielle du Japon est le japonais. Elle est principalement utilisée dans l'archipel nippon. Mais on retrouve de nombreux locuteurs en Corée, à Taïwan, et également de nombreux apprenants en Australie, en Nouvelle-Zélande et aussi dans les communautés japonaises du Brésil et du Pérou. À noter enfin que l'île d'Angaur dans l'archipel des Palaos a également opté pour le japonais comme langue officielle. Alors d'où vient cette langue? Pendant longtemps, on pensait que le japonais était en fait une langue altaïque, c'est-à-dire au même titre que le turc ou les langues turciques, ou même qu'elle aurait un lien avec le coréen. Mais aujourd'hui, cette classification est largement abandonnée et le japonais est tout simplement considéré comme appartenir à la famille des langues japoniques, c'est-à-dire en fait le Japon et les langues Ryukyu parlées principalement dans l'archipel d'Okinawa. Malgré cette parenté, les langues Ryukyu et le japonais ne sont pas
intercompréhensible. Et puis, il faut noter que le japonais utilise 3 systèmes d'écriture complémentaires. D'une part, vous avez les kanji qui sont des caractères d'origine chinoise utilisés pour une grande partie du vocabulaire, mais également vous avez 2 autres syllabaires appelés hiragana et katakana. Les hiragana servent principalement aux mots japonais et aux éléments grammaticaux, tandis que les katakana sont surtout employés pour transcrire les mots d'origine étrangère. Enfin, au nord du Japon, il subsiste l'ainu, qui est une langue qui n'est absolument pas apparentée au japonais et qui est en forte régression. Concernant la répartition ethnique du Japon, il s'agit d'une société ultra homogène. Alors, comment explique-t-on cette répartition linguistique? Eh bien, là encore, c'est l'histoire qui va nous donner les clés. Les premiers habitants connus du Japon sont les Jomon, présents dans l'archipel dès 14 000 avant notre ère. Pendant des millénaires, ces populations vivent principalement de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Bien que souvent qualifiées de chasseurs-cueilleurs, ces populations occupent des villages relativement stables et développent une culture originale, notamment grâce à une poterie qui compte parmi les plus anciennes du monde. Alors, leur origine est largement débattue puisque certains chercheurs pensent qu'ils viendraient du nord-est asiatique, tandis que d'autres pensent au contraire qu'ils seraient venus via le sud du Japon par la voie maritime. Vers 3000 avant notre ère, l'archipel connaît un profond bouleversement avec l'arrivée de nouvelles populations venues probablement de la péninsule coréenne. Cette période, les archéologues l'appellent la période Yayoi, qui est en fait caractérisée à la fois par la riziculture inondée, mais également par l'introduction du fer et du bronze. L'agriculture permet de produire davantage de richesses, ce qui favorise l'apparition d'inégalités sociales et de puissantes chefferies locales. Et puis au fil des siècles, les Jomon et les Yayoi vont se mélanger pour former au fur et à mesure les ancêtres des Japonais, tandis que les Ainu plus au nord vont eux garder davantage les caractéristiques des Jomon. À mesure que ces chefferies se développent, elles entrent tour à tour en concurrence ou en alliance. Les échanges avec la Chine et la Corée apportent de nouvelles techniques, de nouvelles idées et de nouveaux modèles politiques. C'est dans ce contexte que vers le 3e siècle, le clan Yamato s'installe dans la plaine du Kansai. Peu à peu, ce clan impose son autorité sur une partie croissante de l'archipel. Les souverains Yamato font construire d'immenses tombes monumentales que l'on va appeler les Kofun, si impressionnantes qu'elles donnent le nom à toute une époque, la période Kofun. Grâce à sa position stratégique, le Yamato contrôle tous les échanges commerciaux entre l'Est du Japon et la mer intérieure de Seto. Les contacts avec le continent lui apportent le fer, les chevaux, l'écriture chinoise et le bouddhisme. Ces influences renforcent le pouvoir du clan dominant qui affirme descendre des divinités et pose ainsi les bases de l'institution impériale japonaise. Et ce modèle chinois va inspirer de plus en plus le Japon, surtout à partir de 538 avec l'ouverture de la période d'Asuka. Le bouddhisme est officiellement introduit, l'administration se développe et l'État commence à se structurer. Cette évolution se poursuit durant la période Nara à partir de 710, lorsque le pays se dote pour la première fois d'une capitale permanente et d'un système politique fortement inspiré de la Chine des Tang. En fait, la raison est simple. Les Japonais pensaient que lorsque l'empereur mourait, les esprits envahissaient le lieu. Donc le nouvel empereur devait à chaque fois changer de nouvelle capitale. Et donc Nara est la première capitale fixe du Japon en 710. Mais le tournant va s'opérer en 794 avec l'empereur Kammu qui décide de choisir la ville de Kyoto. Commence alors la période Heian où la Chine commence à décliner, nous l'avons vu dans les différentes vidéos consacrées à ce pays, et du coup le Japon commence à prendre du recul vis-à-vis de son modèle continental. Une brillante culture aristocratique se développe autour de la capitale impériale de Kyoto, donnant naissance à de nombreuses œuvres littéraires, artistiques et religieuses. C'est véritablement dans cette période que se développe une identité à la fois politique et culturelle du Japon. À la fin de l'époque Heian, ce modèle inspiré par la Chine s'essouffle. L'administration devient de plus en plus rigide. Le pouvoir réel glisse des mains de l'empereur vers les grandes familles aristocratiques comme les Fujiwara,
Dans le même temps, de vastes domaines privés, qu'on appelle des shohen, se multiplient à travers le pays. Contrôlés par les nobles ou les monastères, ils échappent à l'impôt et à l'autorité centrale. Si vous voulez, à cette époque, l'empereur conserve à la fois son prestige et son rôle symbolique, mais perd l'essentiel de son pouvoir politique. Dans les provinces, les guerriers gagnent en influence. C'est le début de la longue période féodale japonaise. Et il faut bien prendre en compte que le Japon a connu une féodalité qui se rapproche de très près au modèle européen. En 1185, après plusieurs années de conflit, le clan Minamoto remporte la victoire sous la direction de Minamoto no Yoritomo. Celui-ci fonde le premier shogunat de l'histoire. Un shogunat est tout simplement un gouvernement militaire dirigé à la tête par un shogun, mais toujours au nom de l'empereur, aidé par une aristocratie guerrière que l'on appelle les samouraïs. Désormais, l'empereur reste officiellement à la tête de l'État, mais le véritable pouvoir appartient au shogun. Un peu, si vous voulez, avec les rois mérovingiens et les maires de palais, qui eux concentraient le véritable pouvoir politique. Le centre du pays se déplace alors à Kamakura, inaugurant une nouvelle époque dominée par les guerriers samouraïs. Mais cette période est marquée par l'un des plus grands défis que le Japon ait connu dans son histoire. Parce qu'en effet, à deux reprises, en 1274 et en 1281, les armées mongoles tentent d'envahir l'archipel. Nous en avons déjà parlé dans la vidéo sur la Mongolie. Les Japonais résistent difficilement et sont finalement sauvés par deux puissants typhons qui dispersent les flottes ennemies. Ces tempêtes entreront dans la légende sous le nom de kamikaze. Vent divin. Mais cette victoire a un coût. Contrairement aux guerres traditionnelles, aucun territoire ni aucun butin ne peuvent être redistribués aux samouraïs. Le mécontentement grandit et fragilise progressivement le régime. Au début du XIVe siècle, l'empereur Go-Daigo essaye de réinstaurer l'autorité impériale. Soutenu par différents chefs militaires, il renverse le clan Hojo qui dominait le shogunat. Mais malheureusement, son succès est de courte durée. Les élites guerrières refusent de voir renaître un pouvoir impérial fort. L'un de ses anciens alliés, le général Ashikaga Takauji, se retourne contre lui et fonde un nouveau shogunat à Kyoto. Commence alors la période des Muromachi ou de Ashikaga. Mais malgré cette instabilité politique, se développe au Japon un certain nombre de traditions que nous connaissons aujourd'hui. Le bouddhisme zen se diffuse, tandis que se développe le théâtre no, l'ikebana, la cérémonie du thé ou encore la peinture à l'encre. Dans le même temps, l'agriculture progresse et la population augmente. Au fil de la période Ashikaga, le pouvoir des shoguns s'affaiblit progressivement au profit des grands seigneurs provinciaux que l'on appelle les daimyo. Cette évolution du pouvoir des daimyo au XVe siècle va entraîner un conflit de succession plongeant littéralement le pays dans le chaos. L'autorité centrale s'effondre, les daimyo s'affrontent dans une multitude de guerres locales. C'est la période qu'on va appeler de Sengoku, littéralement le pays en guerre. Pendant plus d'un siècle, le Japon est morcelé entre différents seigneurs rivaux. En 1543, l'arrivée des Portugais a introduit même les armes à feu qui bouleversent les méthodes de combat. Finalement, à la fin du XVIe siècle, trois hommes vont réunifier le pays. D'abord, Oda Nobunaga, qui renverse le dernier shogun Ashikaga et utilise efficacement les armes à feu pour vaincre ses adversaires. Puis Toyotomi Hideyoshi qui achève l'unification de l'archipel et renforce le contrôle de l'État. Et enfin Tokugawa Ieyasu qui s'impose après différentes années de lutte et devient le maître du Japon. L'arrivée de Tokugawa Ieyasu marque la fin de plusieurs siècles d'instabilité. En 1603, il fonde le shogunat Tokugawa et inaugure la période Edo. Le Japon reste un pays féodal, mais il est désormais fortement centralisé. Afin de contrôler les daimyo, le shogunat impose le système du Sankin Kotai qui les oblige à résider régulièrement à Edo et ainsi limiter les risques de rébellion. À cette époque, les contacts avec l'Occident se multiplient et apportent les armes à feu, l'horlogerie, le christianisme et de nouveaux produits alimentaires. Le christianisme se diffuse rapidement et rassemble plusieurs centaines de milliers de convertis. Créant d'une part les influences étrangères et d'autre part de nouvelles divisions,
le shogunat va interdire le christianisme et mettre en place une politique d'isolement appelée le sakoku. Les échanges avec l'extérieur sont strictement contrôlés, tandis qu'un édit de 1635 interdit aux Japonais de quitter l'archipel. De plus, la société japonaise est organisée en 4 classes. Vous avez les samouraïs, les paysans, les artisans et les marchands. Pourtant, ce sont souvent ces derniers qui profitent le plus du développement économique, alors que de nombreux samouraïs s'endettent progressivement. En effet, la longue paix imposée par les Tokugawa conduit à une importante croissance économique. L'agriculture progresse, les réseaux d'irrigation se développent et la population augmente fortement. Au XVIIIe siècle, le Japon compte déjà 30 millions d'habitants. Edo devient l'une des plus grandes villes du monde avec près d'1 million d'habitants, tandis que Kyoto et Osaka atteignent chacune environ 500 000 habitants. Toutefois, cette croissance finit par provoquer des tensions économiques et sociales, entraînant des crises et des révoltes paysannes à la fin de l'époque Edo. Mais le véritable tournant intervient en 1853, lorsque le commodore américain Matthew Perry arrive avec ses navires de guerre, contraignant le Japon à s'ouvrir au commerce international. Plus de 2 siècles d'isolement prennent fin et cette ouverture forcée provoque une profonde crise politique, puisqu'en effet en 1868, le shogunat est renversé et l'empereur Meiji prend les pouvoirs. Commence alors une période de modernisation accélérée destinée à éviter au Japon le sort des pays asiatiques colonisés par les puissances occidentales. Une constitution est promulguée en 1889, instaurant à la fois une monarchie constitutionnelle et un gouvernement centralisé. Les anciens domaines féodaux sont remplacés par des préfectures, le système de classe est aboli, l'éducation devient obligatoire et le système militaire est instauré. Dans le même temps, le Japon s'industrialise rapidement grâce au développement des chemins de fer, des usines, des banques, tandis que les experts étrangers sont recrutés pour accompagner les réformes. Cette modernisation transforme rapidement le Japon en puissance régionale. Le pays remporte la guerre contre la Chine en 1895, puis surprend le monde en battant la Russie en 1905, devenant la première grande nation asiatique à battre une grande puissance européenne à l'époque contemporaine. Fort de ses succès, le Japon développe également des ambitions impériales. Taïwan, la Mandchourie, le Liaodong et le sud de Sakhaline passent sous influence japonaise, tandis que la Corée devient officiellement une colonie japonaise en 1910. Nous l'avons déjà abordé dans la vidéo sur la Corée. À l'époque contemporaine, l'ère Taisho, qui va de 1912 à 1926, est souvent considérée comme une période d'ouverture politique. Affaibli par la maladie, l'empereur laisse davantage de place aux dirigeants civils et au Parlement. Le Japon profite même de la Première Guerre mondiale pour fournir les alliés et s'enrichir. Cependant, les difficultés économiques de l'après-guerre, le chômage et les tensions sociales fragilisent cet équilibre. Lorsque le Japon entre dans l'ère Showa en 1926 sous le règne de l'empereur Hirohito, le Japon entre dans une période beaucoup plus troublée. Le pouvoir des civils s'affaiblit, tandis que l'armée gagne progressivement en influence. Le système politique lui-même favorise cette évolution. Par exemple, le ministre de l'armée doit obligatoirement être un général en activité, donnant ainsi aux militaires un moyen de pression directe sur le gouvernement. Et puis la situation se dégrade fortement avec la crise économique de 1929. Le chômage, la pauvreté et l'instabilité sociale alimentent le mécontentement. Une partie croissante de la population considère alors que le parlementarisme de l'ère Taisho est incapable de résoudre les problèmes du pays. Les partis politiques perdent en crédibilité, accusés de corruption et d'inefficacité. Dans ce contexte, l'armée apparaît aux yeux de nombreux Japonais comme une force d'ordre et de discipline. Le discours nationaliste gagne du terrain et les militaires affirment que l'expansion territoriale est nécessaire pour garantir au Japon l'accès aux ressources et assurer l'avenir du pays. Ainsi, en 1931, le Japon envahit la Mandchourie, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la Mandchourie, avant d'étendre la guerre à la Chine à partir de 1937. Le Japon s'engage progressivement dans un conflit de plus en plus vaste. En 1941, l'attaque de Pearl Harbor provoque l'entrée en guerre contre les États-Unis et transforme le conflit asiatique en guerre mondiale. Après plusieurs années de combat, le Japon est finalement vaincu en 1945. Les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki que je mentionnais en introduction, suivis de l'entrée en guerre de l'URSS, précipitent la capitulation. Pour la première fois de son histoire, le Japon est occupé par une puissance étrangère, les États-Unis, et ce jusqu'en 1952. Mais cette occupation va être aussi le début d'une profonde transformation.
Une nouvelle constitution est adoptée en 1947. L'empereur devient un simple symbole de l'État. La démocratie parlementaire est renforcée et le Japon renonce officiellement à la guerre dans son célèbre article 9. Et puis à partir de 1950, le Japon se reconstruit à une vitesse remarquable. Porté par l'industrialisation, l'innovation technologique et les exportations, le Japon connaît ce qu'on appelle le miracle japonais. En quelques années seulement, l'ancien empire vaincu devient l'une des principales puissances économiques mondiales durant les années 1970 et 1980. Dans les années 1980, de nombreux observateurs pensaient même que le Japon dépasserait les États-Unis. Mais une énorme bulle spéculative se crée alors, alimentée par cette prospérité. Entre 1990 et 1992, la bulle éclate. La croissance ralentit fortement et le pays entre dans une longue période de stagnation économique. Cette période est souvent appelée la décennie perdue, même si en réalité elle a duré beaucoup plus longtemps. Depuis les années 2000, le Japon évite l'effondrement économique mais ne retrouve jamais les rythmes de croissance des décennies précédentes, en raison notamment de la stagnation des prix, d'une demande faible, de la hausse de l'endettement et du vieillissement de la population. Dans le même temps, la Chine devient l'usine du monde et dépasse progressivement le Japon. Mais depuis 2013, le Premier ministre Shinzo Abe lance une politique économique ambitieuse afin de relancer l'économie japonaise. Les résultats sont toutefois mitigés puisque le chômage reste faible et les entreprises sont profitables, mais la croissance demeure modeste. Concernant le PIB du Japon, j'ai fait face à un constat inédit. Je regarde toujours les PIB sur les sites du FMI et de la Banque mondiale. Or, celui-ci exprimait un PIB japonais inférieur à celui de 2000. Pourtant, lorsqu'on regarde les sources japonaises, le PIB du Japon aurait augmenté légèrement. La raison, elle est simple, c'est que le yen ayant été dévalué vis-à-vis du dollar, les résultats en dollars donnent une régression de l'économie japonaise sur les 25 dernières années. Or, il s'agit tout simplement d'une faible augmentation, voire une stagnation de l'économie japonaise. Concernant le PNB par habitant, il n'a peu augmenté aussi puisqu'il est autour de 35 000 $. Concernant les secteurs économiques du pays, le Japon est une économie très développée et fortement tertiarisée. Le secteur primaire reste limité en raison du relief montagneux et du manque de terre, même si la pêche et la riziculture conservent une certaine importance. Le secteur secondaire demeure un pilier économique de la puissance japonaise, grâce à une industrie de haute technologie, notamment dans l'automobile, l'électronique, la robotique et la mécanique de précision, concentrée sur sa façade pacifique autour de Tokyo, Nagoya ou Osaka. Mais c'est surtout le secteur tertiaire qui domine l'économie japonaise, avec les services financiers, commerciaux, logistiques et technologiques très développés, portés par de grandes métropoles, en particulier Tokyo qui constitue l'un des principaux centres économiques et financiers mondiaux. Parmi les grands groupes du pays, on doit citer Toyota, fondée en 1937, elle est le premier constructeur automobile japonais et l'un des plus grands au monde, avec 10 millions de véhicules vendus. Présente dans plus de 200 pays, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires équivalent au PIB d'un pays comme la Finlande ou le Portugal. Mais il ne s'agit pas du seul constructeur automobile. On peut aussi citer Honda, Nissan, basé à Yokohama, Suzuki, connu pour ses voitures compactes et ses motos, et Mazda, basé à Hiroshima. Dans l'électronique et la technologie, on peut mentionner Sony, aussi présent dans la musique, le cinéma et qui a lancé la PlayStation, mais également Nintendo qui travaillait avec Sony pour créer un lecteur CD, mais qui finalement va développer de son côté la Game Boy et la Nintendo avec des jeux vidéo dont Mario, Zelda ou Pokémon. Et enfin, il ne faut pas oublier Panasonic, plus orienté vers l'industrie et l'équipement. On a aussi Canon, connu pour ses appareils photo, Hitachi dans les trains, les réseaux électriques et les équipements industriels, et de grands groupes dans l'industrie lourde et l'ingénierie comme Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries ou Komatsu. Komatsu étant le deuxième fabricant mondial d'engins de chantier, juste derrière Caterpillar. Et enfin, il faut mentionner dans le commerce Seven & i Holdings, qui est le propriétaire des supérettes de 7-Eleven. Concernant la culture et la société, on doit d'abord citer des écrivains très connus comme Murasaki Shikibu, auteur du Didu Genji, qui est souvent considéré comme le premier roman de l'histoire, ou Matsuo Bachō, maître
maître du haïku, qui est la poésie japonaise. Nous ne devons pas oublier Yasunari Kawabata, le premier japonais à recevoir le prix Nobel de littérature en 1968, suivi par son compère Kenzaburo Oe en 1994. Et enfin, il faut citer Haruki Murakami, probablement l'écrivain japonais contemporain le plus connu. Concernant les peintres et les artistes, le premier qui me vient en tête est Katsushika Hokusai, qui est l'auteur de la Grande Vague de Kanagawa, l'une des œuvres les plus célèbres de l'art mondial. Mais aussi Utagawa Hiroshige, grand maître des estampes japonaises, ou Seishu Tokyo, maître de la peinture à l'encre. Enfin, au niveau des scientifiques, il faut citer Hideki Yukama, premier japonais à recevoir un prix Nobel en 1949 en physique, Shinya Yamanaka, prix Nobel de médecine en 2012, Leo Esaki, prix Nobel de physique en 1973, ou Satoshi Umura. Mais comme je le mentionnais en introduction, le Japon exerce également une influence à travers sa culture moderne, notamment ses mangas, ses animés, ses jeux vidéo ou son cinéma. Des œuvres comme Dragon Ball, One Piece, Naruto, Pokémon ou les films du studio Ghibli ont marqué plusieurs générations à travers le monde. Le pays est à l'origine de nombreux jeux vidéo. Si on pense par exemple à Sonic, Mario, Final Fantasy, Zelda ou Pokémon, tandis que son cinéma a produit de réalisateurs mondialement connus comme Akira Kurosawa ou Hayao Miyazaki. Enfin, la J-pop et les idoles japonaises connaissent un succès important en Asie et contribuent au rayonnement culturel du pays. Concernant la gastronomie, évidemment, nous devons commencer par les sushis, mais on ne doit pas non plus oublier le ramen, cette soupe de nouilles, les tempura qui sont ces beignets très légers de crevettes, okonomiyaki, cette crêpe salée aux choux, à la viande ou aux fruits de mer, le takoyaki qui sont des boulettes de pâte garnies de morceaux de poulpe, ou les onigiri qui sont des boules de riz souvent fourrées aux poissons ou aux algues. Concernant les soupes, nous avons d'abord l'incontournable miso-shiru, qui est une soupe traditionnelle à base de pâte de soja fermentée, l'udon avec des nouilles, la soba aussi, mais avec cette fois-ci des nouilles fines, ou le tonkatsu, qui est une escalope panée de porc dans les plats traditionnels. Enfin, au niveau des desserts, nous avons les mochi, les dorayaki ou les desserts à base de matcha. Et enfin, pour au niveau des boissons, nous avons le sake, l'incontournable thé vert matcha et le ramune. Concernant le sport, le Japon est le berceau de naissance de nombreux arts martiaux pratiqués à travers le monde. D'abord, nous devons mentionner le sumo, qui est considéré comme un sport national, même si à l'origine, il ne s'agissait pas d'un sport, mais d'un rituel religieux lié au shintoïsme, la religion du Japon. Les combats étaient organisés pour honorer les divinités et de demander de bonnes récoltes. En 1882, Kano Jigoro invente ensuite le judo, à une époque où le Japon se modernise rapidement et où certains arts martiaux traditionnels disparaissent. Et puis, le karaté est né à Okinawa. Influencé par les arts martiaux chinois, les habitants de l'île développent progressivement une discipline inspirée à la fois des techniques locales et chinoises, sans oublier l'aïkido, développé entre les années 1920 et 1940, dont l'objectif est de permettre de neutraliser un adversaire sans nécessairement le blesser. Cependant, le sport le plus populaire au Japon est le baseball. Les championnats professionnels comptent plusieurs clubs comme les Yomiuri Giants ou les Hanshin Tigers. Le foot aussi connaît un succès croissant avec des clubs comme les Urawa Reds Diamonds ou les Kashiwa Antlers. Et puis, il ne faut pas oublier que le Japon a accueilli 4 Jeux Olympiques. À Tokyo en 1964 et en 2021, à Sapporo en 1972 et à Nagano en 1998. Le Japon figure d'ailleurs parmi les 10 nations les plus médaillées de l'histoire olympique avec près de 200 médailles d'or. Je terminerai mon exposé en évoquant les défis du Japon. D'abord, ces défis géopolitiques, puisque effectivement, le Japon doit maintenir à la fois la stabilité et la sécurité régionale, mais également gérer les relations avec ses voisins. Concernant les défis économiques, nous devons mentionner d'une part le vieillissement de sa population, le maintien de sa compétitivité internationale, mais aussi la gestion de l'endettement public. Et puis enfin, il faut évoquer les défis environnementaux, notamment ceux liés aux déchets nucléaires, mais également le fait que l'archipel est souvent touché par des séismes ou des tsunamis. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Arigatou gozaimasu, sayonara.